bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous parlons de transport sanitaire, VSL, ambulance. Alors, pour certains, vous ne savez pas, hein, quand je dis VSL, vous ne voyez pas vraiment, mais on va tout vous expliquer dans cette émission Santé 10. Avec nous, des invités. Je suis vraiment bien entourée ce soir et tout ça pour vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Place aux invités. Et pour nous parler de transport sanitaire, nous avons avec nous ce soir Monsieur Plumet Jean-Luc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là, surtout que vous êtes de Marie-Galante, je pense ne pas me tromper. Non, point du tout. Et vous êtes chef d'entreprise, justement, transport sanitaire et social de Marie-Galante. Oui. Voilà, et vous êtes aussi le président de l'ATSU. Très bien. C'est comme ça qu'on dit. Oui, vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est et qu'est-ce que vous faites. Okay. Nous avons juste à côté Monsieur Lasserre-Franck qu'on ne présente pratiquement plus, hein, puisque c'est quelqu'un de très populaire, qu'on voit souvent à la télé, qu'on entend souvent à la radio. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir, Monsieur Lasserre. Merci d'être là. C'est un plaisir partagé. Vous êtes chef d'entreprise aussi, ambulance service secours, et président du CIAGET. Absolument. On va expliquer aussi dans un petit moment. Tout à fait. Monsieur Mérabli Josselin, qui s'est fait tout beau pour vous ce soir, chers téléspectateurs, avec son joli chapeau. Il est aussi chef d'entreprise Euroservice et président du SAPG. On va vous expliquer tout ça dans un petit moment. Et à côté, une charmante dame parmi ces trois hommes, c'est Madame Élise Douglas-Élise, qui est ambulancière. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par demander à qui veut me répondre, nous expliquer un petit peu ce métier. Voilà, ambulancier. Comment on peut expliquer ce métier? Qui veut m'expliquer le métier d'ambulancier? Je vais commencer. Monsieur Plumet, on y va. Monsieur Plumet, c'est-à-dire pour être ambulancier, pour moi que c'est une vocation. C'est pas permis à tout le monde. Et je crois que pour être ambulancier... on pas fait comme ça. Non. On pas choisi d'être fait. Il faut choisir et il faut aimer les personnes âgées. Ça, c'est sûr. Et avoir une volonté, une envie d'accompagner les personnes âgées. Ça, c'est très important. Je peux le dire parce que j'ai une expérience de plus de 30 ans et je sais qu'est-ce que c'est. Alors, pour être ambulancier, ça c'est vrai, on demande un certain nombre de choses. C'est-à-dire que déjà, il faudrait passer un minimum, qui est CFE 1. Hein? À partir de là... qui veut dire un petit... premier secours. D'accord. Hein? Et à partir de là, il faudrait avoir plus de 3 ans de permis. Et à partir de là, il faudrait aussi prévoir un stage dans une entreprise afin de se présenter à l'école d'ambulancier, l'IFA, hein, Institut de formation d'ambulancier. Et à ce moment-là, on fait passer un test d'entrée pour pouvoir regagner la formation pour être ambulancier. Voilà. Et même quand on l'est déjà, il y a encore des étapes où on peut continuer, des étapes à échelonner. Pour... Ça, c'est sûr. Après le DEA, qui est passé sur 6 mois, on a la possibilité de continuer et pour rentrer dans les soins, être infirmier. Il y a pas mal de gens qui choisissent cette option-là pour pouvoir plus tard être infirmier. Quels sont les différents moyens de transport sanitaire qui existent? C'est Josselin qui me répond. Oui, dans les moyens de transport qui existent, il y a les ambulances, il y a la VSL, enfin le VSL. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs? L'ambulance, c'est sur le gros fourgon qu'on voit passer avec les gyrophares allumés. Très bien. Donc, c'est ça que l'ambulance. Et dans ces catégories d'ambulance, il y a plusieurs types d'ambulances. Il y a A, B et C. Et la petite voiture, c'est la VSL, et c'est de catégorie D. Donc, après, il y a d'autres transports qui existent, c'est des transports non sanitaires. Mais dans le sanitaire, il n'y a que l'ambulance et le VSL. Véhicule sanitaire léger. Véhicule sanitaire léger. Voilà. Très bien. Et comment on choisit, chez vous, les professionnels, sur quoi vous vous basez pour savoir quelle voiture envoyer? Oui, en fait, le transport sanitaire,
c'est une prescription médicale. Très bien. Voilà. Donc, c'est le médecin qui prescrit le type de transport, ou assis ou en allongé. Quand c'est D'accord. assis, on envoie un véhicule sanitaire léger. Très bien. Et quand c'est en allongé, forcément, c'est un fourgon avec un équipage d'au moins deux salariés, dont un auxiliaire, donc celui qui va conduire et qui va accompagner l'ambulancier diplômé d'État, le DEA. Ça veut dire qu'il y a toujours 2 personnes dans l'ambulance? Obligatoirement dans l'ambulance, c'est la réglementation. Et puis de toute façon, pour pouvoir brancarder... Oui, on ne peut pas un faire ça patient, tout on ne seul. peut pas le faire seul, c'est impossible. Est-ce que, quand je vous écoute, ça veut dire que moi, personne X, je ne peux pas décider que ma grand-mère a besoin maintenant d'un ambulancier et l'appeler. Ça, c'est pas possible. Il me faut forcément passer par le médecin qui va prescrire et qui va donner le feu vert pour le transport. Absolument. Absolument. Parce que D'accord. le transport sanitaire, en lui-même, c'est un acte médical D'accord. qui doit être prescrit par un médecin. Très bien. Voilà. Très bien. Et Oui, juste pardon. pour ajouter, en faisant le transport de ce patient, il faudrait le bon transport, parce que sinon, on est pénalisable. Il y a les hommes de loi qui vous rencontrent et qui vous arrêtent et qui vous demandent la prescription. Ça, c'est une chose D'accord. obligatoire. D'accord. J'allais vous demander justement quels documents on doit fournir en termes de prise en charge aux transporteurs sanitaires. Donc, c'est ça, c'est le document du médecin. Oui, ben, écoutez, il n'y a pas que ça. Il faut absolument une prescription médicale qui est, on appelle couramment le bon de transport, mais il faut aussi les La carte documents de la personne transportée. Il faut bien sûr que la personne soit assurée sociale. Et donc, par conséquent, il nous faut la carte vitale. Il nous faut aussi des documents, parce que quand vous transportez un patient, vous l'emmenez d'un point A à un centre de soins, il faut tous les documents que le médecin, soit c'est les analyses, enfin, il y a tout un tas de documents qui vont servir à faire la transmission entre le point de départ et le point d'arrivée du patient pour qu'il soit pris correctement en charge. Voilà. Je voudrais apporter un éclaircissement dessus parce que n'est pas transporté qui veut au jour le jour même. Avec la nouvelle réglementation de la sécurité sociale maintenant, il faut que les gens sachent qu'un médecin qui établit un bon transport aujourd'hui, il faudrait qu'il passe par le 15. Parce que le problème qui se passe, le bon transport qui est établi aujourd'hui, la sécurité sociale peut le rejeter, ne pas le payer parce qu'il est édicté du même jour, sauf si c'est un cas d'urgence défini après appel du 15. Alors, on va recommencer. Non, mais c'est très important. Oui, c'est très important. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est très important. Et je vais vous faire une confidence. Si aujourd'hui on fait cette émission-là, c'est aussi parce que nombreuses sont les personnes qui n'ont pas compris cette partie-là, surtout les personnes âgées. Donc, je vais vous demander de recommencer ce que vous venez de nous expliquer. On va y aller tranquillement. Le problème, c'est-à-dire qu'on va voir son médecin traitant. Très bien. Et le médecin décide de vous transférer aux urgences de Pointe-à-Pitre. Il établit un bon de transport pour le transporteur, mais il est tenu d'appeler le 15 pour couvrir ce transporteur-là. Parce que le bon de transport est dicté au jour même que par le médecin n'est pas suffisant. Parce que la caisse de sécurité sociale rejette le transport, le bon de transport ne doit pas être daté du même jour. Ah, d'accord, le bon de transport. Même moi, je n'avais pas compris. Le bon de transport. Doit être antidaté. Sauf si il a prévenu le 15 à ce moment-là. C'est pas antidaté, il faut que la prescription soit pas ultérieure. Avant le transport. Avant le jour J. Le jour J. Le jour J. Donc, c'est pas. Ça veut dire aujourd'hui, le médecin peut décider. Aujourd'hui, on va faire donc ce fameux bon pour. Alors aujourd'hui, on est jeudi, pour lundi, par exemple. Voilà. Mais le faire aujourd'hui, pour aujourd'hui même, là, on est dans une autre configuration et il faut faire ce que vous avez dit. Alors, aujourd'hui, pour aujourd'hui, là, ça devient un transport d'urgence. Et là, c'est absolument prescrit, généralement, par le 15. Très bien. C'est un type de transport qui rentre dans une autre catégorie de transport et qui est... qui demande ce plus du 15. Voilà. On a le bon, comme quand on fait normalement, mais en plus de ce bon, comme c'est une urgence, on appelle aussi le 15. On peut se passer du bon, du médecin. Et passer par le 15. Si on a le 15, le bon du 15. D'accord. Le bon du 15, c'est
la prescription, puisqu'on parle bon, c'est la prescription du CRES. Voilà. D'accord. On a présenté tout à l'heure Monsieur Mirabli Josselin en disant qu'il était le président, c'est bien ça? Oui. On a dit qu'il était le président du SAPG. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est que le SAPG? C'est le syndicat des ambulanciers privés de la Guadeloupe. OK. Mais que pareil que M. Lasserre, on est les deux syndicats. Il n'y a pas de différence entre nous. On travaille en symbiose. Justement, c'est ça la force de la profession. Donc, on travaille en symbiose. Donc, d'accord. Donc, parce qu'il y a les ambulanciers dans le privé, c'est ça? on est tous des privés. Oui. Tous des privés. Oui, en fait, on a 2 syndicats, faut Voilà, tout dire. c'est 2 syndicats. Sauf que lui, le syndicat est plus sur le territoire Guadeloupe. Très bien. Et nous, le CIAGET, c'est interdépartemental, c'est Antilles-Guyane. Alors justement, Monsieur Lasserre, comment ça se passe la coalition avec Ça se passe bien. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons les mêmes difficultés. Récemment, nous avons même élargi notre champ de rencontre, puisque aujourd'hui, nous sommes un interdôme. Et l'interdôme dont je suis le président des présidents, en fait, puisque je suis responsable aujourd'hui de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, mais aussi Mayotte et l'île de la Réunion. Pourquoi ce rassemblement? C'est pas pour avoir des titres, c'est pour pouvoir confronter nos difficultés. Oui, qui sont souvent les mêmes. Souvent les mêmes, et se retrouver tous les 2 ans dans un département d'outre-mer. Et chaque année, on se retrouve dans une région de France pour pouvoir discuter, échanger et faire progresser tout le monde. Vous savez, souvent, en fonction des territoires, par exemple, les relations, que ce soit avec la sécurité sociale ou avec l'ARS, peuvent être tendues plus ou moins en fonction des territoires. Et nous prenons toujours là où ça se passe mieux en exemple pour pouvoir provoquer quelques réactions positives dans les territoires où les choses peuvent coincer quelque peu. Très bien. Voilà. Monsieur Lasserre, tout à l'heure, il va falloir nous parler de la convention collective régionale. Ah oui, c'est un élément très important pour nous. On y va maintenant? On y va, la transition est toute faite. Donc nous avons, nous les ambulanciers en Guadeloupe, vu qu'il nous manquait un outil. Vous savez, dans toute corporation organisée, il y a ce qu'on appelle une convention collective. Soit elle est nationale, elle est... Et nous avions un accord cadre, un accord national, qui n'était pas proportionné à notre territoire. Et donc on a voulu avoir notre propre convention collective. Alors c'est ainsi qu'on a invité les salariés à s'organiser. C'est moi qui ai pris cette initiative de demander aux salariés de s'organiser, s'organiser en organisation professionnelle, qui se syndique. Parce que pour pouvoir monter une convention collective, il faut des partenaires sociaux. Ce que nous avons fait, ils se sont organisés. Nous, on était déjà organisés. Et on s'est rencontrés 2 années durant pour pouvoir construire la convention collective. Une convention collective qui tient compte forcément de la convention nationale, l'accord cadre, qui tient compte du code du travail, tout naturellement, mais qui a aussi tenu compte de l'accord Binot. Vous savez, ce fameux accord qui, aujourd'hui, franchement, on est content d'avoir pu monter cette convention collective. Et c'est ça qui nous a permis de réorganiser notre profession, de tous fonctionner. Alors, pour ceux qui l'appliquent, parce que certains ne veulent pas l'appliquer, ne peuvent pas, mais pour ceux qui l'appliquent, c'est opposable à tous ceux qui sont syndiqués. Et on est quasiment tous syndiqués pour tout dire. Donc, ce qui fait que nous avons des règles qui sont communes et ça nous permet de fonctionner dans un cadre qui est beaucoup plus sain qu'avant. Alors, vous devez peut-être vous poser la question, pourquoi Mme Zabarel va sur ce terrain-là alors que nous sommes dans une émission santé où on veut vraiment répondre à l'attente de ces personnes qui nous regardent sur l'ambulancier, vraiment, le transport. Parce que nombreux sont les téléspectateurs qui sont venus vers nous sur les réseaux, et nous ont parlé de cette convention collective régionale, et nous, on n'allait pas dans cette direction-là. Oui. Je me suis dit, comme ça, je m'informe
en même temps que les téléspectateurs. Oui, Je vais mais- me retourner vers cette seule dame sur le plateau ce soir, c'est Madame Douglas, qui est, je le rappelle, ambulancière. Ouais. Racontez-nous. Comment vous avez pris cette décision de faire ce métier? Parce que c'est pas un métier qui arrive comme ça, c'est quelque chose qu'on choisit de faire. Oui, alors en quelque sorte, j'étais un petit peu dans le domaine. Donc j'étais secrétaire médicale remplaçante de temps en temps. Et il se trouve qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais patiente. D'accord. D'accord. Donc ce qui fait pendant une longue période, j'ai dû partir là-bas en métropole. Et il se trouve que loin de ma famille, j'avais pas d'entourage vraiment. On passe son temps entre l'hôpital, entre les analyses à aller faire. Et les seules personnes qu'on retrouve, à part le personnel de l'hôpital, les seules personnes qu'on peut retrouver, ce sont des ambulanciers parce qu'on passe son temps à aller faire des analyses. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'était vraiment une période très critique pour moi. À ce moment-là, j'ai trouvé du monde à mon écoute. J'ai trouvé du monde pour me rassurer, du monde pour pouvoir me dire, ça ira. Et sachant que je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est... j'aime bouger, j'aime le côté médical. Et je me suis dit, si le bon Dieu t'offre encore cette chance d'être là, il faut que tu puisses être aussi au service des autres. Il se trouve après ce long moment, je me suis dit, bon, quand ça ira mieux, il va falloir que je me renseigne pour savoir comment allier le médical et également ce métier, un métier qui peut englober les deux. Et voilà, c'était ce métier, ambulancière. Les différents... Alors, vous avez eu plusieurs étapes pour devenir ambulancière. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, je me suis renseignée. Donc, ça se passe dans le sens où si vous n'avez pas le bac, donc, comme M. Plumet disait, il y a un stage de découverte d'1 mois. Très bien. Ce stage, vous allez dans une entreprise, donc vous découvrez le métier. Pendant ce mois, je crois qu'il y a 2 solutions. C'est soit on se dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, ou bien je ne l'ai pas trouvée. Très bien. Parce que là, on est confronté à cette réalité, sur le terrain. à la réalité de l'ambulancier. Voilà, la réalité. Et je crois que, bon, j'ai quand même posé des questions. Beaucoup se disent, non, je me suis trompée, voilà. Mais ceux qui restent savent qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, suite à ça, je me suis renseignée, rapprochée de l'IFA, donc l'Institut de formation des ambulanciers. J'ai pris des renseignements. Ensuite, il y a également l'écrit, l'oral à passer. Il y a une préparation. Ça s'est fait sur pratiquement 6 mois. À la suite de ça, j'ai été retenue. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai franchi encore un cap. Et justement, maintenant que vous l'êtes, vous travaillez dans le privé, vous êtes ambulancière, oui, mais vous êtes où? Vous êtes avec une entreprise privée, vous êtes dans le système indépendant, dans un établissement médical, où êtes-vous? On veut tout savoir. Je travaille dans une entreprise à Cap-Esther. D'accord. Donc, je vais dire le nom de oui, l'entreprise. vous pouvez. Donc, c'est Sanibéa Ambulance. D'accord. Je suis dans une équipe, donc on est à 2 femmes sur le terrain, une très bonne équipe. Alors, sur cette équipe compte combien de personnes? Alors, sur le terrain, on est à 8. OK, et 2 femmes. 2 femmes. Alors, je pose la question puisque, messieurs, je ne pense pas que vous allez me contredire. Ce fut un temps, il n'y avait pas beaucoup de dames qui prenaient cette direction. Et aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, on trouve des femmes qui vont dans cette direction. Et visiblement, tous ceux qui sont là depuis longtemps sont très heureux de cela. Oui, mais on a pour preuve la présence très forte et de plus en plus forte de la gente féminine à nos formations, puisque, par exemple, la dernière session-là, il y avait sur 18 candidats, il y en avait 12, je crois, femmes, dernière session. Donc c'est pour dire que voilà, c'est un métier qui se féminise. Et ben c'est tout à... Nous, on est contents parce que c'est aussi une autre approche. La femme, on connaît l'approche de la femme par rapport à l'humain en général. Et donc ça apporte aussi quelque chose aux entreprises qui ne sont plus qu'avec des hommes. Il y a aussi des femmes pour pouvoir voilà, modifier un peu les choses. Monsieur Plumet, on a parlé tout à l'heure, on a dit président de
La TSU, c'est quoi la TSU? La TSU, c'est une association. C'est une association qui permet le regroupement des ambulanciers. Son rôle, c'est de travailler en collaboration avec l'ARS, plus ou moins, qui permet de faire les tableaux de garde. Les tableaux de garde qui est très important, qui permet aussi, lorsque je vous dis les tableaux de garde, c'est-à-dire que je dois faire des tournées dans des secteurs. Alors, il faut savoir qu'il y a 9 secteurs. Et dans ces secteurs-là, il faut à chaque fois un ambulancier de garde. De garde pour permettre la nuit, s'il y a une urgence et autres, pour que ces ambulanciers puissent répondre. Alors, la TSU, cette association est là déjà pour déjà faire les tableaux de garde, avoir des relations assez rapprochées avec l'ARS et aussi trouver des relations avec les ambulanciers même, les chefs d'entreprise, pour déjà discuter, rassembler un certain nombre de choses pour pouvoir évoluer dans ce métier. Comment ça se passe quand on... Alors, on a bien compris qu'il fallait la prescription du médecin. Là, on part du principe où c'est bon. On a été chez le docteur, la prescription, on l'a. Qu'est-ce qui se passe après? C'est comment ça fonctionne? On appelle... Oui, alors, il faut savoir que la loi réclame qu'il y ait un libre choix de son ambulancier. Très bien. Voilà, ça, ce sont des dispositions réglementaires. L'ambulancier et le patient ou le client a le libre choix de son ambulance. Donc, choisit son entreprise librement. Voilà. OK. Alors, c'est personne qui doit vous imposer. Vous choisissez et vous appelez. En contact. Et vous appelez. Et une fois que vous avez appelé, c'est parti. Il y a forcément un secrétariat qui va vous répondre. Il y a une régulation qui est faite à l'intérieur parce que vous savez qu'il y a plusieurs transports et plusieurs types de transports à l'intérieur de l'entreprise. Tout ça est programmé. Ensuite, dispatché vers par exemple, à Capesterre, ils sont 8 sur les 8, je ne sais pas combien en fonction des équipages. Et puis voilà. Alors, quand je vais appeler, vous allez me demander quoi? Quand je vais vous appeler, je vais vous dire, voilà, je vous appelle, je vous ai choisi vous, je vous appelle pour transporter, je sais pas, ma grand-mère qui est malade. Et à ce moment-là, vous voulez que je vous dise quoi? Vous me posez quoi comme question? Il y a des questions clés qu'on doit poser aux patients quand il appelle. Déjà, s'il appelle, il faut déjà lui demander dans quel secteur qu'il habite, parce qu'on est découpé sur 9 secteurs, mais on ne peut pas sortir d'un secteur à un autre. Non, ça c'est tu parles quand tu es de garde. Non, elle appelle avec la prescription. Elle dit si elle a mais tu vas dans n'importe quel secteur. N'importe quel secteur. Non, tu ne peux pas partir de... aller chercher quelqu'un de Master. Pourquoi pas? Oui, mais il y a de l'exclus. Lorsque tu es de garde, tu es obligé de respecter ton secteur. C'est plus facile pour toi de faire un transport, c'est-à-dire que si quelqu'un doit monter sur le bord de la piste. Oui, ça c'est l'organisation interne. Voilà, c'est plus facile pour toi. Mais c'est vrai qu'il faut poser la question parce que nous sommes aussi des entreprises. On n'est pas là pour travailler à perte, en fait. Parce que si, comme il dit, le patient est à Basse-Terre, eh bien, à ce moment-là, on conseille... Un collègue de Basse-Terre. Eh bien, vous allez appeler M. Lasserre parce qu'il est à Trois-Rivières. Voilà. Tout à fait. Dans ce sens-là, tu as tout à fait raison de le dire. Parce que quand on dit aux gens, on est à la prescription et on peut appeler une ambulance, alors lui, il se met à appeler toutes les ambulances. C'est ça. Quelquefois, on ne sait pas. Voilà. Et puis il dit, moi j'ai entendu dans Canal 10 que je pouvais appeler toutes les ambulances. Alors il faut bien expliquer que les ambulances sont découpées par un secteur. Après, on peut aller partout. Et quel que soit là où vous allez appeler, on va toujours trouver quelqu'un pour vous conseiller, vous guider. Absolument. De toute façon. Et puis après, on lui demande est-ce qu'il a un assistance sociale, est-ce qu'il a un ALD, parce que déjà, pour le VSL, la majeure partie des transports en VSL sont remboursés par la sécurité sociale, sauf et seulement s'il y a un ALD. Parce que si le patient n'a pas un ALD... On rappelle ce que... C'est-à-dire affection de longue durée. Si le patient n'a pas un ALD, eh bien, la caisse ne rembourse pas les transports en VSL. Le transport, à ce moment-là, reste à la charge du patient. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que le transport peut être payé par le transporté. Donc, tout le monde n'a pas forcément vocation à être pris en charge par la sécurité sociale. On va prendre un appel, mais je voudrais bien revenir dessus. Parce que, excusez-moi, je suis en train de me dire, mais si j'ai si je paye mon transporteur, je le choisis, j'ai l'option de le payer,
pourquoi je dois avoir l'obligation d'avoir le bon du médecin ou de... Mais il faut quand même un bon transport. Toujours. Déjà, pour être dans le véhicule, il faut que quelqu'un vous ait donné cette autorisation. Parce que nous, on n'est pas les taxis. Voilà. Très bien, très bien. Donc, ça doit couvrir aussi le transporteur. Très bien. L'entreprise. Mais c'est une profession réglementée. Donc, l'autorisation, ce qui te permet d'appeler, c'est ce qui fait foi pour que le transporteur puisse te transporter sur le bon transport. Très bien. C'est la prescription. La prescription C'est la médicale. prescription. Voilà. Voilà, la prescription. Juste une parenthèse, c'est-à-dire que bon, on peut se faire rembourser par la caisse, par subrogation, mais aussi on peut payer son transport et se faire rembourser par la caisse. D'accord. On peut avoir deux possibilités. Payer son transport, on se fait rembourser par la caisse, ou on passe directement par la caisse, subrogation, pour rembourser le transport. Très bien. Vous savez que dans cette émission, nous faisons ensemble l'émission, mais aussi avec nos téléspectateurs. Ils peuvent nous laisser des questions sur les réseaux, sur le Facebook Santé 10 par exemple, et ils peuvent aussi nous appeler au 05 90 96 10 10. C'est le cas, on a quelqu'un avec nous qui a été très patient, mais avant d'avoir cette personne au téléphone, on va dire bonsoir à Milly. Bonsoir Milly. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux invités. Milly, vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous faire transporter par un ambulancier? Et non, pas encore. Parce qu'attention, ça peut être chose très agréable parfois. Ah ben j'imagine bien. On va vous raconter tout à l'heure parce que nous, on a une personne qui nous a beaucoup parlé de Madame Douglas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de l'inviter. Mais juste avant, on ira vers le téléphone. Vous avez quelqu'un avec vous? Oui, Patrick qui souhaite vous poser une question. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. On vous écoute attentivement. Oui, alors j'ai deux questions à vous poser. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'en Guadeloupe, ça existe, ce système de taxi conventionné? D'accord. On note les questions et comme ça, après, on va vous laisser vous installer, on va vous répondre tranquillement. Donc, taxi conventionné, ok. Et la deuxième question? Alors la deuxième question. Alors, on vous écoute? Oui, alors la deuxième question. Alors, je voudrais savoir si cette profession a été moralisée. Parce que je sais que dans certains départements, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a pas mal de brebis galeuses au niveau de cette profession. Notamment des gens qui prennent deux malades, qui les transportent à l'hôpital ou en soins, et qui demandent la tarification pour les deux malades. D'ailleurs, la sécurité sociale, la législation change tout le temps à cause de ces brebis galeuses. Est-ce que vous pouvez donc me répondre par rapport à ça? Très bien. Alors, on va vous laisser vous installer tranquillement devant la télé et on va commencer par la première question. Est-ce qu'il existe en Guadeloupe Oui, tout à fait. Les taxis conventionnés? Alors, ici, c'est un territoire français et comme en métropole, nous avons des taxis conventionnés. Alors, tu as vu, taxis conventionnés, ça veut dire que c'est des taxis qui peuvent faire du transport de malades assis et qui peuvent prétendre à une prise en charge par la sécurité sociale. D'accord. Le conventionnement, quand on parle de conventionné, c'est en fait la prise en charge du transport par la sécurité sociale. Exactement, le taxi se retrouve dans la même logique qu'un VSL. Voilà. Okay. Sauf que le VSL, c'est un véhicule sanitaire léger et qui réclame un certain nombre de dispositions, notamment d'équipement, de diplôme aussi, puisqu'il faut être un auxiliaire ambulancier pour pouvoir être au volant d'un VSL. Et puis le taxi qui a aussi sa réglementation et qui peut être conventionné pour la sécurité sociale. Alors, vous avez tous écouté attentivement la deuxième interrogation. Ouais. Alors, pour la deuxième interrogation, tu vas répondre, mais je vais quand même dire quelque chose. Alors, moraliser la profession, vous savez, vous avez fait allusion à la métropole. Alors ici aussi, comme en métropole, nous avons effectivement, où on a eu des brebis galeuses, comme vous dites. Eh bien, c'est exactement pour ça que nous avons voulu avoir une convention collective régionale pour pouvoir justement réglementer
notre fonctionnement, s'organiser autrement. Voilà, s'organiser autrement et sortir justement du débrouillardisme où chacun fait un peu comme il veut. Voilà, chacun fait un peu comme il veut. Mais moi, je n'ai eu de cesse. Mon combat, ça a été ça justement. Alors imaginez-vous que faire une convention collective pendant 2 années avec des personnes qui s'y connaissent, avec l'UTS, j'étais chez M. Clavier, AFO, M. Ivaris, CGT, Madame Chipotel, qui est personne qui a beaucoup œuvré avec nous pour pouvoir réaliser cette convention. Eh bien, c'était dans l'intérêt de la profession. Parce que quand je prends mon temps d'appeler les salariés pour leur dire il faut que vous vous organisez en syndicat, c'est pas pour me taper des grèves, c'est justement pour faire monter le niveau de toute la profession. Et je crois qu'on y est quand même arrivé, on n'a pas fini, hein. Les choses évoluent. Je pense qu'on est très bien. Ici, on est très bien. Je ne vais pas dire que c'est parfait, mais on avance. On avance doucement, mais sûrement. On avance même très vite. Très vite. Ah oui. Et puis, on peut rassurer ce monsieur. On ne transporte pas 2 personnes en même temps. Bon, ben alors, je voulais rassurer ce monsieur et qu'il écoute très bien en disant qu'on a la possibilité de transporter jusqu'à 3 personnes. Et à partir de ces 3 personnes, on fait des abattements. OK? Alors, lorsqu'il a vu un ambulancier avec 2 patients dans la voiture, il est tout à fait dans ses doigts. Très bien. Alors, c'est au transporteur de prendre des dispositions pour appliquer les abattements. Mais sinon, il n'y a pas de souci sur ça. Il a tellement raison qu'aujourd'hui, c'est un mode de transport que nous demandons justement, nous sollicitons de la part des collègues de faire du covoiturage, de prendre 2-3 patients. Pourquoi? Pour pouvoir diminuer les frais de transport, donc pour pouvoir participer aussi à l'abaissement de l'envolée des frais de transport de manière globale en métropole, en France. Donc ça veut dire que quand vous avez 2 ou 3 personnes dans un véhicule, quand il y a 2 personnes, le transporteur fait un abattement de 25%. Oui. Et quand il y a 3 personnes, le transporteur fait un abattement de 40%. Donc, 3 personnes transportées en même temps, c'est un bien pour la collectivité. Tous, hein? Et pour tous ou voilà, pour c'est un bien pour la collectivité. Oui, vous pouvez, monsieur. Je voulais compléter parce que quand il dit qu'il y a 2 ou 3 personnes transportées, il faudrait qu'il définisse dans quel type de véhicule, si c'est le VSL ou l'ambulance. Forcément, oui. Parce qu'en ambulance, on ne peut pas faire ça. D'accord. Il faut qu'ils sachent très bien que l'ambulance, c'est une personne allongée. Voilà. Et tous ceux qui sont à bord, c'est des professionnels, c'est le chauffeur et c'est forcément, voilà, c'est forcément. OK. Ou alors un parent, quelquefois un parent qui accompagne. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, on va discuter un petit peu de ce côté humain qu'on doit avoir quand on est ambulancier, parce qu'on devient carrément un membre de la famille. Mais on en parle tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'appels au téléphone. Milly, je ne me trompe pas, hein? Oui, il y a une dame en attente, Ghislaine. Bonsoir, Ghislaine. Alors, c'est parce que Ghislaine n'a pas baissé la télé, pardon. C'est pour ça qu'elle ne nous entend pas correctement. L'instant du moment où on se parle, Ghislaine, il faut baisser la télé, baisser le volume de la télé pour qu'on puisse se parler. Bonsoir, Ghislaine. C'est bon? C'est bon. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va, Ghislaine? C'est maman Gâteau qui est là. Oh, ça va. Comment tu vas, Ghislaine? Pourquoi tu n'as pas demandé à maman Gâteau comment faire? Une fille comme toi, tu es si jolie, si marche, tu n'étais pas au courant de ce qui se passe chez toi, Doudou. Ça fait 20 ans que maman Gâteau Alors, racontez-moi justement, maman Gâteau, comment ça a passé? Putain, Doudou. Comment ça se passe? Raconte-nous. Très bien. Parce que moi, j'ai permis, mais après conduit. Alors, toujours qu'à prendre mon bilan. Annie, si on y voit, mais c'est qui m'a occupé. Donc, ça a passé bien avec l'ambulance, là? C'est bien même, Annie. Et puis, un peu m'échanger parce que c'est toute gentille avec moi. Alors... Petite femme qui nomme, toute gentille. Toute gentille. Eh bien, mi Bombite, c'est bien qu'à vous crier pour dire ça parce que c'est très important. Eh bien, il y en a arrêté avec 20 ans.
dernière fois, là, il passait pour mener moi, il voyait au monde dans moi, mais mon ange a répondu mal. Et là, à crier d'autres monde, moi, elle a dit, bon, on va brancher l'autre côté là, par exemple. Oui. On peut partir, on a l'eau. Alors, Les filles sont tellement gentilles. On est à nous, pas de cimetière. On connaît toute vitesse, mais non, mais c'est vitesse. Ça fait longtemps. Et puis, taxi aussi. Taxi, il y a payé taxi, aussi. mais oui, c'est ça nous t'ai dit tout à l'heure, taxi conventionné. En tout cas, nous comptons appel là-haut. Oui, Doudou, mais chérie, mamie a aussi, maman gâteau a aussi expliqué toute vitesse, et que Dieu vous bénisse tous. Eh bien, mamie, nous allons faire un gros beau. Nous avons tout ce qu'il faut, mais portable à couper, comptable là. Portable à couper. Mamie, nous allons faire un bel gros beau. Oui, chérie, mamie. Et surtout, restez devant télé parce que nous avons dit un qui est important par rapport à ça, ou sorti dit nous là. Oui, Doudou, et un gros bonsoir pour Cécile de Marie-Galante, mon collègue. Cécile de Marie-Galante. Cécile de Marie-Galante, collègue à moi. Nous allons joindre nous à vous pour nous faire un bel gros beau à Cécile de Marie-Galante qui c'est un fidèle. En tout cas, merci Mamie Gâteau. Et justement, ça nous permet de rebondir sur ce dont je voulais vous parler, ce côté humain. C'est vrai que Madame Douglas, quand on fait ce métier, on devient un confident, on devient un membre de la famille. Et quelquefois, un membre de la famille beaucoup plus important que la famille de sang, parce que vous êtes plus présent aux côtés de ces patients qui vous confient beaucoup de choses. Effectivement, même des fois, assez souvent, quand on va chercher les patients, on a des patients en série. Quand on dit série, ce sont des patients qui vont à la dialyse 3 fois par semaine. Ça, c'est assez lourd. D'accord? Ça arrive d'arriver chez le patient et moralement, le patient... Ça va pas. Voilà. Le moral est à zéro. Il dira non, il n'a pas envie d'aller aujourd'hui, il est démoralisé. Et là, c'est là notre rôle en tant qu'ambulancier, de rassurer cette personne, de faire comprendre à cette personne que si on est là aujourd'hui, c'est pour t'accompagner, c'est pour pouvoir te rassurer. Non, ça ira aujourd'hui. Et moi, comme habitude, par rapport aux 2 semaines de formation que j'ai fait en entreprise, il y a des choses que... Déposer un patient en dialyse, je ne dirais jamais bonne dialyse. Je dirais toujours, fais un bon soin. Donc ça permet à la personne déjà de se dire que c'est déjà un choc en moins. Passer sa main sur l'épaule d'un patient, ça c'est important. Rassurer un patient, entourer un patient. Et comme le médecin, nous sommes aussi dans la confidentialité. Ce que le patient nous dira, ce que le patient va nous confier, ça doit rester là. Et ça c'est très important. Ne pas respecter cette confidentialité, c'est perdre la confiance d'un patient. Et ça, c'est très important. Et c'est vous mettre en porte-à-faux aussi dans votre métier, puisque vous devez avoir cette clause. Cette clause. C'est obligatoire. Vous avez l'impression parfois que... à force de justement d'être proche du patient, très proche de lui, que ça peut vous causer, entre guillemets, quelques petits soucis d'organisation, puisque comme disait Mamie Gâteau tout à l'heure, là on pas voyer même moun la bayo, yo ka juste fait coller et la preuve en est, elle le dit elle-même, elle dit comme a pas même on reste presque 20 ans avec même moun là, comme a pas même moun là, l'autre il a juste décidé que l'autre l'a mal répondu parce que j'ai pas dit que c'est pas vrai, mais quand on a l'habitude. Je crois que sur ça, il faudrait faire l'éducation de ces patients, de dire oui, quand c'est possible. Je peux envoyer le chauffeur qui vous avez l'habitude, mais quand il est disponible. Lorsqu'il n'est pas disponible, il faudrait s'en passer, mais il faut trouver des mots pour le dire. Il faut être diplomate. Il faut être diplomate, parce que ces personnes âgées, ils sont parfois susceptibles. Il faut faire très attention. À eux. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Madame Douglas. C'est-à-dire que, moi, dans mon entreprise, j'insiste toujours pour les dialyser. Parce que vous savez, de faire 3 heures, 4 heures de dialyse, c'est pas évident. Et je demande à mes chauffeurs d'être là.
au moins d'être là pour commencer à transporter les gens qui ont terminé. C'est pas humain de laisser un patient 1 heure, 30 minutes après la dialyse. Parce que attendre, c'est pas... Alors, et moi, j'ai presque envie de vous dire, un patient qui sort de dialyse, autant lui qu'un autre, hein, ça doit être très pénible pour quelqu'un qui va en soins. Déjà, d'y aller, de faire le soin, et après le soin, d'attendre 30 minutes, 1 heure, qu'on vienne le récupérer, c'est quand même assez... Il faut être au moins sensible à ça. Et je suis très sensible à ça pour permettre que mes chauffeurs soient disponibles à la sortie d'un dialysé. Alors, j'ai envie de vous parler de quelque chose tout à l'heure, mais avant, vous savez, le téléphone ne cesse de sonner et je ne peux faire attendre plus longtemps les téléspectateurs. Milly, vous avez quelqu'un avec vous? Oui, Christelle, qui a des questions à vous poser. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Brigitte. Et bonsoir au patron ambulancier sur le plateau. Bonsoir. On vous écoute. En fait, j'aurais plusieurs questions. J'espère avoir des réponses satisfaisantes. La première serait par rapport au nombre de personnes qu'on peut transporter. Et comme il disait tout à l'heure, le patron qui a le chapeau, excusez-moi, je ne connais pas le nom. Jocelyn, il fallait préciser si c'était en VSL ou si c'était en ambulance, le nombre de personnes qu'on peut transporter. Parce que moi, avant qu'on me réponde, parce que moi j'ai 2 centres en situation de handicap, dont une société les a en charge qui les emmène au kiné. Et ils partent avec les 2 en ambulance. Ça, j'aimerais savoir, est-ce que c'est légal? Parce que moi, ça me cause un problème. Hein. En ambulance? En ambulance. Mais Pas assis en couché, en ambulance. les 2 sont couchés dans l'ambulance? Non. Il y en a une qu'on met en chaise et l'autre couchée. Ah, en chaise. En chaise roulante. En chaise roulante? En chaise roulante. On répond on prend toutes les questions. Alors, on va noter toutes les questions et après, on va vous laisser vous installer devant la télé et on va répondre. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question serait par rapport au... comment vous dire, quand il y a un incident, il y a un truc, moi j'aimerais savoir qui est-ce qu'on doit appeler. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle est malade. Pour moi, logiquement, il faudrait que j'appelle un ambulancier pour venir la chercher et l'emmener au centre hospitalier. Mais majoritairement, c'est les pompiers qui sont là. Donc moi, j'aimerais bien qu'on définisse le rôle d'un ambulancier et le rôle d'un pompier. Ça, ce serait pour m'éclairer, deuxièmement. Et troisièmement, on est un bel coup sirop pour Monsieur Plumet, si on peut permettre, moi, Monsieur Plumet, parce que mon mari est ambulancier, mon mari travaille dans la société de Monsieur Plumet. Avant de travailler chez Monsieur Plumet, il travaillait dans d'autres sociétés, mais Monsieur Plumet, chapeau. Marie, moi, il a commencé, il a fini. Merci. Monsieur Plumet, chapeau. Et j'aimerais que les autres patrons ambulanciers prennent exemple sur ce monsieur-là, ça. Parce qu'il serait bon et intéressant que les patrons se mettent à la place de leurs employés pour se dire qu'eux aussi, ils ont une famille, ils ont des enfants. Voilà les questions que j'avais à poser. Alors, tout est noté et on vous laisse vous installer tranquillement et on va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, on va commencer par répondre à la première question. Est-ce que c'est normal que dans l'ambulance, on mette donc une personne couchée et l'autre personne dans le fauteuil roulant? Qui veut me répondre? Alors, moi je vais me jeter à l'eau. Ben non, c'est pas normal. D'accord. Parce que par principe de précaution, le patient qui est allongé et qui peut être sujet à une infection, donc on ne peut pas, et puis la voiture n'est pas équipée adaptée pour, on ne peut pas et on ne doit pas faire un transport assis en même temps, enfin encore en plus en chaise roulante, c'est obligé de mettre la chaise à l'arrière, dans la cellule arrière. Donc ce type de comportement n'est pas toléré. Voilà, tout simplement. Donc c'est une erreur si quelqu'un c'est une faute. Et d'ailleurs, si vous nous regardez ce soir, c'est une erreur à ne pas recommencer. C'est une erreur à ne pas recommencer, mais je pense que les collègues le savent. Donc je ne sais pas si madame a été transportée dans ces conditions-là, mais
je vois mal un collègue prendre ces risques-là aujourd'hui. Alors moi, dans ce cas-là, la question que je me pose, comment un fauteuil roulant peut être ouvert dans la cellule. Parce que vous qui connaissez le véhicule, l'espace, vous voyez difficilement le fauteuil ouvert tranquillement et la personne installée dedans, plus l'autre personne couchée à côté. Parce que dans l'ambulance, il y a 2 fauteuils à l'arrière déjà. Oui. Il y a 2 fauteuils. Donc plus le fauteuil roulant, je vois... Il y a 2 sièges. Il y a deux sièges, je m'excuse. 2 sièges. Donc rajouter un fauteuil roulant... ça paraît compliqué. Hein. Pour moi, je vois ça assez compliqué. D'accord. Je vais rajouter quelque chose, pas un fauteuil roulant, mais les chaises pliantes. Oui, les chaises pliantes, oui. Les chaises pliantes. C'est plus petite. C'est plus petite et ça peut rentrer donc sans problème. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, je rejoins M. Lasserre, c'est interdit. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Voilà. En termes de responsabilité de l'entreprise, juridiquement, en cas d'accident et de problème, il n'est pas assuré. Et il y a une question que je voulais poser à la dame, c'est que comme ces 2 enfants qui doivent voyager allongés, est-ce qu'elle ne pouvait pas décaler les horaires des enfants pour qu'on puisse transporter un après l'autre et pas les 2 en même temps? Ça peut être aussi une solution. Ouais. Très bien. Je sais qu'elle nous regarde, donc elle nous entend. Elle a d'autres questions. Et elle nous a demandé la différence. En fait, elle se posait la question à quel moment on appelle les pompiers, à quel moment on appelle l'ambulancier, parce qu'elle trouve ça un peu confus. Moi, je me jette à l'eau. C'est des questions qu'on n'arrête pas de poser. Et il faut que le grand public sache que les pompiers sont affectés pour la voie publique, ce qu'on appelle les AVP, les accidents de la voie publique, et le feu. Très bien. Nous, les ambulanciers privés, nous avons une convention depuis février 2009 qui a été modifiée le 20 août 2012, qui a été encore amendée dernièrement en 2018, et qui dit que la compétence de tout ce qui est malade à domicile dans les cliniques et les hôpitaux sont de la compétence des ambulanciers privés. Donc, si on envoie les pompiers, c'est parce que peut-être il y a eu carence. Définissons la carence. La carence, c'est une autre chose. On va en renvoyer une autre fois. Ça, c'est très long à expliquer. Par contre, pour que les pompiers interviennent à domicile, c'est déjà qu'ils ont dû appeler les pompiers eux-mêmes en faisant le 18. Mais les pompiers, ils ont l'obligation d'appeler le 15. Vous voyez ce tout à fait. Et que le 15 doit poser les questions qu'il faut et définir le mode de transport adapté par rapport à la pathologie du patient qu'on doit secourir. Le plus souvent, quand c'est à domicile, sauf dans des chutes pour les personnes à domicile, c'est les pompiers. Ça, c'est la réglementation. En dehors des chutes de personnes âgées ou personnes malades, c'est la compétence de l'ambulance privée. Alors, oui, mais alors, on va faire le tour, Madame Douglas, et ensuite on fera le tour. Juste pour ajouter que nous avons des gardes, c'est ce que disait M. Plumet, nous avons des gardes. Lors de ces gardes, systématiquement, on appelle le 15. Donc, on fait passer notre bilan, arrivé sur place, on fait passer notre bilan au 15, et en fonction de l'état de santé du patient, on sait où diriger déjà. Donc, sachant que nous sommes sur Capesterre, donc la décision relève du 15 pour nous dire si on dirige le patient vers le CHBT ou vers le CHU. Très bien, Monsieur Lasserre, vous voulez rajouter? Oui, je voulais rajouter que si la question n'est pas innocente, parce que c'est vrai que souvent, il m'est même arrivé que les 2 types de transports arrivent sur un même patient. Voilà. Tout ça parce qu'il y a une désorganisation, une malorganisation, je devrais dire, qui fait que, on ne sait pas qui fait quoi, et il y a une... Aujourd'hui, nous sommes justement dans la réflexion. Nous avons monté une cellule avec le SAMU, avec les pompiers, avec les ambulanciers privés, sous la tutelle de l'ARS, pour que justement nous puissions travailler ces difficultés que nous rencontrons sur le terrain et éventuellement, je pense, nous allons y arriver, pouvoir effacer ce type de dysfonctionnement. Nous avons quelqu'un au téléphone, mais juste avant, je sais que Monsieur Plumet voulait rajouter quelque chose. Bon, là, c'est juste rajouter que ça arrive souvent. Que les pompiers ils partent directement sur l'intervention, l'appel de l'intéressé. Mais lorsqu'on demande des explications, ils nous laissent sortir c'est une obligation pour eux de partir.
parce qu'il y a une façon de se présenter au téléphone. Pour eux, c'est toujours dangereux. Il faudrait qu'ils partent pour aller voir sur place qu'est-ce qui se passe. Et bon, arrivé sur place, parfois, ils arrivent, le patient à sa valise en train d'attendre le transport. Et comme ils sont déjà là, ils font le transport. Mais parfois, il y a des appels où on ne peut rien faire. Et même nous, ça nous arrive que nos patients transportés, ils pourront transporter par nous, mais le fait que c'est les pompiers, on ne peut rien faire. Oui. On peut rien faire. Alors, voilà. on a beaucoup d'appels, mais on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Et oui, l'heure est vite passée. Milly, on va quand même prendre un appel. Mais ce sera le dernier, malheureusement. Oui, ce sera le dernier parce que j'ai quand même des questions très importantes de la part de 5 ambulanciers qui nous ont appelés. Très bien. Voilà, donc là, je vous passe Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Allô, bonsoir. Bonsoir, Madeleine, on vous écoute. Alors, voilà. Moi, j'ai entendu une dame dire on coûte CEO, et moi, je vais donner un coup de gueule. Voilà, ma mamie. Elle est déjà partie, donc reçu cette année. Elle était très autonome, même si elle avait une maladie très grave, mais elle avait toute sa tête. Et c'est elle qui appelait la société d'ambulance. Je suis sous la matière. D'accord. La société d'ambulance elle-même, la société donnait très courtois, très bien. Ce jour-là, elle avait appelé. Et la société ne pouvait pas venir, la CIPP, parce que chaque fois, il fallait qu'elle aille aux États-Unis faire du soin. Okay. Et là, on lui a proposé une autre société, toujours sur la région d'Asper. Eh bien, figurez-vous, moi, je travaillais, je ne pouvais pas venir. Alors, notre société est venue. Entre-temps, elle m'appelle en pleurs. Alors, moi, j'étais obligée de quitter mon travail de venir. Et elle me dit... les 2 personnes qui sont montées chez elle, parce qu'elle habite en étage, le monsieur était désagréable avec elle, en lui parlant, même si il parlait français, il parlait ceci, en lui parlant créole. En plus de ça, il sentait énormément la cigarette. Alors moi, à mon tour, j'arrive et je demande au monsieur, excusez-moi, vous sentez vraiment la cigarette? Il me dit de quoi je me mêle. Oh là là. De quoi je me mêle? Et ma mamie a dit qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas aller avec cette société d'ambulance. Et le monsieur était désagréable en me disant, et qui connaît le travail, moi qui connais, le désagréable, je vous assure, le désagréable, la première fois que je voyais ça. Et ma mamie, ce jour-là, a été avec moi à l'hôpital. J'ai essayé d'appeler mon voisin pour la faire descendre, parce que ça n'avait pas marché. La faire descendre, je l'ai amenée en sécurité ce jour. Depuis ce jour-là, je me dis, l'autre société est excellente, je n'y avais rien à dire, mais cette société, et c'est aujourd'hui à me rendre compte que tout le monde se plaît de cette société. Les gens se mettent en bas, en train de fumer avant de passer chez la patiente, et le monsieur fume, et il demande lui-même ce que le docteur, après il demande à ma mamie, pourquoi elle est en haut toujours, pourquoi elle ne descend pas, je ne sais pas. Ma mamie qui lui dit, mais non, la descente, ça marche. Ah oui, nous sommes dans les balcons là. Et je crois qu'il y a des sociétés qui sont super, mais il y a d'autres sociétés qui ont des employés. Je crois que les patrons de ces sociétés devraient faire un peu le ménage et écouter vraiment les malades, ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai que les gens sont montés, ils ont été désagréables? Et je crois qu'il faut écouter sérieusement ces gens. Très bien. Quand les gens sont malades, il faut les écouter. Il faut écouter aussi les patrons, se renseigner. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne serait pas passé? Mais je vous dis, c'est très sérieux ça. Et j'étais étonné de voir une dame de 82 ans, un gars qui pouvait être son enfant, la traiter comme ça. Elle était très gentille, maman. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Alors Madeleine, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission, mais ça nous permet de faire une transition, ce que vous dites. Vous, les patrons, vous êtes dans l'obligation
de faire très attention à ça. Vous ne pouvez pas engager n'importe qui ne peut pas être ambulancier. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On ne peut pas, n'importe qui, monsieur tout le monde ne peut plus être ambulancier. Au cas où ça se faisait avant, en tout cas maintenant, n'importe qui ne peut pas être ambulancier. On est d'accord avec ça, monsieur Lazare? Monsieur Plumin? Oui, je disais, et je vais rajouter encore, c'est que tout patron d'ambulance doit être derrière son entreprise. On a une entreprise, il faudrait surveiller. On est là pour surveiller en tant que patron. Et même, je prends l'exemple sur moi, je ne fais pas beaucoup de transport, mais ça m'arrive de faire des retours et de poser des questions. Très bien. Et c'est ça qui est important pour savoir comment les ambulanciers se comportent avec les malades. Et là, à ce moment-là, on peut en tirer une conclusion et aussi améliorer un certain nombre de choses. Et ça, c'est très important, hein, ce que la dame vient de dire. Ah oui. C'est que les patrons se laissent aller et ne suivent pas leur entreprise. Et puis elle a dit quelque chose qui, peut-être pour certains, est passé comme une lettre à la poste, mais moi j'ai retenu cette personne qui fume et qui sent fortement la cigarette. Ça peut paraître quelque chose un détail, mais ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. On est d'accord, monsieur Lasserre? Absolument. Écoutez, vous savez qu'on ne peut pas faire de discrimination à l'embauche. Mais moi, je vais être clair avec vous. Jamais j'embaucherai quelqu'un, au départ, je sais qu'il fume. Je vous demande de ne pas enregistrer ce que je viens de dire. Mais jamais je n'embaucherai quelqu'un qui fume. Parce que la personne... Bon, alors, on est fumeur, c'est peut-être pas... Oui. C'est une dépendance, parce que quand on fume, on est vraiment fumeur, on ne peut pas se passer de la cigarette, et à un moment ou un autre, et ça arrive aussi de fumer dans la voiture, et c'est ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, et pourtant, Milly, elle a énormément de choses à vous dire. Je vais essayer d'aller vite, oui. Au nom de plusieurs ambulanciers qui m'ont appelé, donc je vais lire carrément ce qu'ils ont dit. Alors, Jimmy déjà dit pourquoi certaines sociétés ont plus de véhicules que d'agréments autorisés. Voilà. D'autres, en métropole, un ambulancier touche entre 13 et 15 euros de l'heure, pourquoi pas en Guadeloupe. Gérard dit que c'est un métier qui n'est pas reconnu. Pourquoi, comme le stipule la convention collective, le taux horaire doit être augmenté après chaque date d'anniversaire du salarié. Et merci de respecter aussi des horaires donnés aux ambulanciers. On exagère trop sur eux. Différence de salaire entre chaque entreprise de Guadeloupe. Pas de NAO dans le secteur. Et je m'arrête là. C'est super, monsieur Plumin et monsieur Lasserre ont tout noté. Non, mais là, c'est tout à fait c'est notre rôle, enfin, c'est le rôle du syndicaliste. Le plus de véhicules que d'agréments, que de véhicules agréés, j'aime mieux vous dire que c'est pas toléré, c'est pas permis. Alors, récemment, vous avez entendu qu'il y a eu un contrôle à Basse-Terre. Et alors, il faut savoir aussi que tous les véhicules que vous voyez faire des transports de patients ne sont pas tous des ambulanciers. Il y a d'autres types, il y a des PMR, par exemple, qui font du transport de patients. Ce ne sont pas des ambulanciers. C'est du transport non sanitaire. C'est du transport non sanitaire, mais c'est quand même du transport de malades, communément dit malades. Donc, il y a quand même cette attention-là qu'il faut porter sur le type de transport. Donc, avoir des véhicules non agréés, ce n'est pas permis, c'est interdit. Alors, je ne souhaite pas aux personnes qui pratiquent justement, ça, on le répète tout le temps, d'avoir des problèmes. Parce que c'est le jour où vous avez un problème avec, sur la route, un accident quelconque, et c'est là que vous allez regretter d'être venu sur Terre. Un métier pas reconnu, écoutez, ça l'était moins, ça l'est de plus en plus. Et ça va continuer à le devenir. Nous travaillons dans ce sens-là avec la convention collective. Des horaires, on peut en faire beaucoup, mais on est payé en conséquence parce que les heures supplémentaires sont payées. NAO. Excusez-moi, combien? Parce qu'ils font la différence entre la métropole et ici. Le taux, c'est fonction de l'ancienneté. Vous savez, vous progressez en fonction aussi de... Mais on est dans une tranche de... C'est juste pour l'information. Non, ça va entre 11 et 15, ça dépend. Très bien, voilà, mais vous avez répondu à ma question. Ça dépend de la fonction, parce que dans une même entreprise, il y a plusieurs fonctions. Très bien. Donc c'est assez disparate. Et puis, il n'y a pas de NAO. Nous avons une convention collective qui effectivement doit vivre, mais c'est les partenaires sociaux qui font vivre la convention. Et vous savez, moi, depuis
près de 2 ans, effectivement, qu'on ne s'est pas réunis, mais que je suis en attente de la demande des salariés pour pouvoir passer en négociation. Donc, nous sommes toujours ouverts et celui qui vous parle, je vous le dis sincèrement, j'attends pour qu'on puisse rentrer en négociation. Franchement, nous sommes arrivés à la fin de l'heure, mais quel plaisir d'avoir échangé avec vous ce soir. J'espère vraiment, chers téléspectateurs, que certaines de vos interrogations, que vous n'avez plus certaines de vos interrogations, puisque tel est ce qu'on souhaite. Merci d'avoir participé à ce numéro de Santé 10. Le mot de la fin, on va y aller très vite. Un jeune qui voudrait être ambulancier, vous lui dites quoi rapidement pour faire le tour? S'il est motivé, je lui dirai de se rapprocher de l'IFA. Et à ce moment-là, il aura tous les éléments pour pouvoir faire ce métier. Très bien. Avant tout, je vais vous féliciter d'avoir nous choisi comme profession pour déjà poser des questions et voir un petit peu comment la population nous considère. Et là, je vous dis bravo et merci de nous avoir invités. Merci, M. Plumet. M. Lasserre. Oui, alors je m'associe à mon collègue Jean-Luc pour féliciter Brigitte et la remercier. C'est ce genre d'émission qui démystifie des professions. Donc nous serons toujours à votre disposition pour pouvoir en discuter. Alors le jeune qui voudrait embrasser une profession comme la nôtre, il faut être ambitieux, il faut aimer l'autre. Et il faut être courageux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure. C'est un métier, c'est le soir, c'est le dimanche. Voilà. Mais c'est aussi un métier qui prend en compte l'humain. Monsieur Merabli, l'homme au chapeau. Oui, je rejoins les collègues. C'est-à-dire que quand j'entends dire que c'est bien défini, donc c'est planifié, donc on ne peut pas dire qu'on exploite les gens, parce qu'à partir du moment qu'ils dépassent les quotas, ils sont payés. Ils sont payés. Ou se récupérer. Donc c'est clair. C'est clair. C'est clair. Moi, ce que je veux dire, c'est que il aurait fallu au moins 2 heures d'émission pour qu'on puisse expliquer. Même 3. 3 heures. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a toujours été caché dans l'ombre. On nous a pris pour des transporteurs chavailleurs. On a toujours été critiqués. La réglementation est claire. Les choses sont claires. On a le droit d'utiliser les gyrophares. Les gens pensent qu'on a vu. Je voulais en parler, on n'a pas eu le temps. Je voulais dire aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent de respecter ça aussi. Quand il y a le gyrophare, c'est pas parce qu'on veut s'amuser, c'est parce qu'il y a une urgence. Mais on n'a pas pu rester un peu plus longtemps dessus, mais vous allez revenir, je suis sûre. N'est-ce pas, Madame Douglas? Oui, bien sûr. Vous allez revenir. Bien sûr. Le petit mot de la fin? Donc, moi, en tant que femme, j'invite d'autres femmes à rejoindre quand même ce métier noble. Et surtout de dire, quand vous venez avec votre cœur. S'il n'y a pas de cœur, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de venir. Moi, je vous dis merci. Avec beaucoup d'émotion, j'ai accepté les compliments de vous autres sur le plateau. Mais moi, j'aimerais dire merci à Milly, ma collaboratrice, puisque c'est elle qui a tout activé pour qu'on puisse parler ce soir de ce métier d'ambulancier. Je lui dis merci. Je dis merci à Kevin, à la réalisation. Je m'excuse près de Madame Rodriguez parce que j'ai dépassé mon temps et mon collègue qui arrive juste après moi va me tirer les oreilles. Je m'en excuse. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même lait, même antenne, Zoja Connect. Amen.